Radio Libre Expression. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir à l'antenne Amal El Atrassi. Bonjour Amal. Bonsoir. Alors, El Atrassi, ce nom est familier pour beaucoup d'auditeurs. Dis-nous pourquoi, Amal. Tout simplement par rapport à mon frère qui est Moustapha El Atrassi, qui a fait par le passé le 6-9 à Énergie avec Nico Saliegas, qui a travaillé avec Laurent Ruquier, qui travaille encore chez Europe 1, qui a fait La Nuit nous appartient pendant 4 ans. Donc c'est quelqu'un qui est assez connu dans le domaine médiatique en tout cas. Moustapha El Atrassi, ton frère, qui, comme tu as dit, fait des émissions encore et est même parti à l'étranger essayer de faire des sketchs en anglais. Tout à fait, aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Alors, Amal, aujourd'hui, on va parler de ton livre. Je donne le titre « Louve musulmane » des éditions L'Archipel. Oui. D'abord, je voulais te demander pourquoi le titre « Louve musulmane ». Pendant l'écriture du livre, on avait quelques titres. Moi, j'avais pensé par exemple à Mes vies. Mais ça avait déjà été pris par Rocancourt. On avait d'autres idées, on n'avait pas encore de titre posé. Donc, un soir, en rentrant d'une séance de travail avec Clarisse Mérigeau, qui est ma collaboratrice, mon fils, qui est en 6e, avait un contrôle le lendemain, un contrôle d'histoire. Donc, je vérifie ses devoirs, je vérifie s'il connaît un minimum son contrôle. Et là, je me rends compte qu'il étudie l'Empire de Rome. Et là, il parlait de la Louve romaine. Ce côté nourricier, carnassier, chef de meute, ça me caractérisait assez. Donc, j'ai pensé à Louve musulmane, tout simplement. Très intéressant. Alors, dans ce livre, tu parles de ta vie, des difficultés que tu as passées, c'est-à-dire tu as même dormi avec ta sœur dans un parc, parce qu'après tu allais au Maroc, tu as été, on pourrait dire, kidnappé par ta famille pendant quelques années. Explique-nous cela, Amal. Après une fugue avec mon frère et mes 2 sœurs et une amie, nous voulions, moi je suivais, j'avais 12 ans, donc j'étais pas très consciente de ce qu'on faisait. Mes sœurs avaient élaboré un stratagème, elles avaient fugué sur Paris pensant qu'elles pouvaient s'en sortir dans le chant, dans la danse. Naïvement, on pensait qu'en arrivant à Paris, on allait voir un néon de loin écrit producteur, qu'on allait frapper à sa porte, que mes sœurs allaient faire une chorégraphie, pousser la chansonnette et qu'elles allaient tout simplement être signées. Malheureusement, on était assez naïfs, on était jeunes. Donc, suite à cette fugue, mon père nous a récupérés de Paris, nous a ramenés à la maison, nous a passé à tabac. Et nous devions aller en vacances à peu près 1 mois et demi après, comme tous les étés, nous allions au Maroc. Je suis originaire du Maroc. Donc, mon père n'avait pas digéré cette fugue. Pour lui, nous l'avons déshonoré. C'était la honte, les gens le regardaient, donc le dévisageaient. On était les premiers à avoir fugué dans la communauté, en tout cas maghrébine. Nous habitions un petit village. Mon père devait marquer le coup, donc pour lui, il devait nous punir. C'était un comportement à ne pas avoir. Les filles on ne devait pas se comporter comme ça. Donc nous allons en vacances au Maroc comme tous les étés. Nous passons les 2 mois sans vraiment apprécier ces vacances. On est chez des gens ils font partie de notre famille, mais on ne les connaît pas. C'est notre culture, mais on ne partage pas leurs pensées. On parle de virginité toute la journée. On parle de comment être une bonne femme, comment faire à manger, comment trouver un époux. C'est des choses qui ne nous parlent pas et qui ne nous interpellent pas. On ne comprend pas cette culture nous est étrangère, en tout cas. Donc mon père, on est chez ma famille maternelle. On est toujours hébergé chez eux pendant les vacances. Après les 2 mois de vacances, mon père nous rétorque tout simplement que suite à notre fugue en France, les services sociaux veulent nous placer en foyer et que nous allions être séparés entre frères et sœurs. Ça, nous ne pouvions pas l'imaginer. Et que c'est pour notre bien, en tout cas, pour essayer de trouver une solution qui nous laissait pour le moment chez ma famille maternelle au Maroc. Donc nous, on y a cru parce qu'il faut être pervers pour élaborer un tel plan. Il est reparti en France avec Moustapha, Jouel et mon frère Farid. Et ma maman, bien évidemment. De 1 mois, elle s'est passée à 2 mois. De 2 mois, 1 an. 1 an, ça s'est transformé en 2 et en 3. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas d'avocat, qu'il n'y a pas de placement en foyer, que tout simplement, on est là parce qu'on est puni de ce qu'on a fait. De cette fugue, en tout cas, cette fugue vers Paris.
Après 3 ans de sévices, de brimades, de carences alimentaires, carences affectives, on nous traitait comme des moins que rien. On vivait chez la famille de Thénardier au Maroc. Un jour, j'ai rétorqué à ma sœur que c'était plus possible, qu'il fallait prendre notre destin en main, qu'il fallait au moins tenter quelque chose et refuguer. Donc on a refugué vers le Maroc et là, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes conditions. Il y a un couvre-feu, les filles ne sont pas... elles se promènent pas dehors la nuit, donc il fallait qu'on se cache, il y en a une qui dormait, l'autre qui guettait, ça a été très 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 compliqué. Donc avec ta sœur, vous avez décidé de quitter cet enfer et Oui. évidemment, vous avez vécu un autre enfer aussi dans la rue. On est descendu en enfer palier par palier, on devait tout se débrouiller pour se nourrir, pour s'habiller, pour dormir, pour se cacher, parce on vivait avec des loups. C'était plus des humains, les gens étaient plus humains. Il y avait beaucoup de viols, beaucoup d'agressions sexuelles. Une fille dehors, c'était une proie idéale. À partir de 18-19 heures, il fallait se cacher, il fallait pas être visible, surtout pas. Donc on a eu des amis à cette période-là qui nous hébergeaient de temps en temps, mais la plupart du temps, on a dormi dehors. Et on avait faim, on avait froid, on avait peur, on n'avait pas de solution, donc c'était assez compliqué. Et tu étais dans une période Amal charnière de ta vie parce que tu n'as pas pu demander en tout cas la nationalité française. J'aurais dû, a priori à cette époque, entre mes 15 et 18 ans, faire une demande de manifestation de volonté. Chose que je ne savais pas et chose que je ne pouvais pas faire. J'étais exilée, séquestrée, on n'avait pas le droit de sortir, pas le droit d'aller sur on n'avait vraiment rien le droit de faire. On était les Cosettes de ma famille maternelle, donc, et on ne savait pas qu'on devait faire cette demande et cette démarche. Donc c'est une démarche que j'ai pas faite. Suite à ma fugue, j'ai eu une maladie, une gangrène humide. Je l'ai appris après que j'avais une gangrène humide, j'avais un problème à la jambe. Ma mère m'a rapatriée en urgence à la place de mon frère parce que j'avais pas de documents, ma mère n'avait pas de passeport. Je vais rentrer chez moi parce que je me considère comme française. J'avais l'impression que je rentrais dans mon domicile mais par la fenêtre. Je suis rentrée en clandestine dans mon propre pays, c'est juste hallucinant. On rappelle aux auditeurs, Amal, que tu décris dans ton livre que, comme tu as dit, ta mère, elle t'a déguisé en garçon pour, comme ça, tu passes à travers les mailles du filet de la douane, en tout cas, et vous avez réussi à venir en France, quoi. Oui, tout à fait. Donc, après notre fugue au Maroc, nous avions malheureusement, ma sœur et moi, été violés. Nous avions été violés, faut dire les mots. Un viol collectif. Donc ma mère, on lui a dit après un certain temps, mon père l'a appris, et il y a une loi, une aberration encore, une loi au Maroc pour sauver l'honneur de la jeune fille violée et pour que le violeur ne risque pas des peines de prison, on leur impose un mariage. Donc c'est un arrangement entre les deux familles, et la fille sauve son honneur parce que dans certains cas, c'est une personne qui est salée, donc elle ne trouvera pas d'autre époux. Donc ça arrange, on va dire, les deux parties. Donc mon père a décidé de nous marier avec nos violeurs, mais c'était juste impossible, c'était juste du n'importe quoi. On a été violés par 6 personnes, on ne pouvait pas se marier avec 6 personnes et on ne les connaissait pas. Physiquement, je ne pouvais pas les décrire, je ne savais pas leur prénom, je ne savais pas où ils habitaient. Mon père nous cherchait avec les forces de police au Maroc pour nous marier avec nos violeurs. Et au niveau des douanes, il y avait nos signalements. Donc il y avait ma photo, mais mon signalement au cas où je sortais du territoire parce que j'avais commis un délit, je devais être mariée. Donc ça a été très très compliqué. Le territoire, ma mère risquait gros. Donc on m'a rasé les cheveux, on m'a plaqué les seins, on m'a habillé à la garçonne et j'ai pu, fort heureusement, grâce à ma mère, grâce à ma petite sœur Souel qui était là, qui était complice, mon petit frère Mustapha qui avait à l'époque 6 ans mais qui était au courant du stratagème en tout cas, on lui a dit écoute, on joue à un jeu, ta sœur n'est pas ta sœur, et il faut que tu ne l'appelles plus, si on te dit où est ta sœur, tu ne la connais pas, elle s'appelle dorénavant elle s'appelle Farid. Donc il faut que tu joues le jeu. Donc il a joué le jeu. Malgré il avait 6 ans, c'était encore un petit bout de chou, mais il m'aidait à marcher parce que j'arrivais pas à marcher, j'avais beaucoup de difficultés à marcher par rapport à ma jambe. Donc ma mère était complice, mon frère Mustapha et ma soeur Souel. Donc j'ai pu fort heureusement intégrer mon pays. De façon clandestine bien évidemment, mais j'ai intégré mon pays. Et j'ai pu être sauvée in extremis, j'ai pu sauver ma jambe en tout cas in extremis. J'en garde encore les stigmates et les séquelles. Oui, on rappelle évidemment que tu es né en France. Scolarisé en France, j'ai vécu toute ma vie en France, j'ai quitté la France que 3 ans, j'ai 37 ans, j'ai quitté que 3 ans la France, 3 ans de ma vie. Donc à cause des 3 ans de ma vie, cet exil, je suis actuellement apatride.
Je n'ai aucune nationalité. Et est-ce qu'aujourd'hui, les autorités, avec le nouveau gouvernement, l'administration, les plus souples? Je suis allée voir un avocat suite à la sortie de mon livre et il s'est un petit peu intéressé à ce combat, donc il m'a posé certaines questions. Il m'a dit, écoute, a priori, tu as été française à un moment de ta vie, donc on va faire une demande de réintégration de la nationalité française. Donc tu vas à la préfecture, tu récupères ce document, c'est quelque chose de très simple. Donc je suis allée à la préfecture comme prévu, donc naïvement je suis allée à la préfecture côté français, la nana m'a dit non, non du tout, tu vas côté étranger, donc déjà ça me paraissait bizarre. Je suis allée au service étranger, j'ai fait l'accueil, il y avait beaucoup d'ethnies il y avait beaucoup d'ethnies, beaucoup de monde, beaucoup de nationalités qui se côtoyaient. La dame était assez désagréable, elle parlait avec eux comme si elle parlait avec des gens des analphabètes, vous comprenez, vous ne comprenez pas, elle était très très froide. Donc quand mon tour arriva, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit écoutez, voilà, j'aurais dû faire une manifestation de volonté, je ne l'ai pas fait, maintenant je voudrais seulement récupérer ce papier de réintégration de la nationalité française. Elle me dit oui, mais pour vous le donner, il me faut une carte d'identité. Je dis mais écoutez madame, je vous dis depuis tout à l'heure que je n'ai pas de document, je n'ai aucun document ni français ni marocain. Elle me dit écoutez, je ne peux pas vous donner ce document parce que il me faut une carte d'identité pour vous la remettre. Donc je lui dis écoutez madame, on tourne en rond, comment je fais? Elle me dit ben, vous retournez voir les autorités marocaines. Essayez de voir ça avec votre pays, alors que mon pays est la France. Là, on va vous remettre ce document, et autant vous dire qu'il faudrait que vous passiez un test. J'ai dit, mais de quel test vous parlez, madame? Elle me dit, ben oui, le test de la loi Sarkozy pour voir si vous êtes apte à parler français, à l'écrire. Donc, on me traitait comme une étrangère, tout simplement. Et donc, j'ai pas pu avoir ce document. On me dit, écoute, il y a certaines personnes qui me soufflent, qui me murmurent, qui me disent, écoute, moi je serais toi, je ferais un mariage blanc et puis on n'en parle plus, mais il est hors de question que je fasse un mariage blanc pour avoir mes papiers. Il est hors de question, je suis française, je suis née française et j'ai un droit, pour moi j'ai en tout cas un droit, je dois avoir mes papiers. Pour moi c'est une évidence. Mes enfants sont français. Ils ont chacun un passeport. Travailler, pour voyager, c'est très très compliqué. Est-ce que ton avocat a pensé à écrire au ministre de l'Intérieur? C'est des choses qu'on envisage, oui, évidemment. Oui, oui. Au garde des Sceaux aussi. On ne va pas révéler tout dans ton livre parce qu'il y a des choses très riches, très intéressantes. On peut dire que toi, quand même, tu t'es sacrifié donc, pour ta famille, pour leur faire plaisir, des fois pour leur faire un cadeau, malgré que tu n'avais pas les moyens. Quand tu parles de quelque chose qui fait référence à ton frère, là, qui aujourd'hui qui est connu, qui gagne beaucoup d'argent, mais qui, j'allais dire, te renvoie pas l'ascenseur. On ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas jusqu'au jour d'aujourd'hui d'où vient ce déni. On ne sait pas. Aucune idée, je ne sais pas du tout. Pourquoi du jour au lendemain, monsieur a décidé de tourner sa veste, depuis nous adresser la parole, depuis envoyer des messages, depuis faire attention à ses neveux, à ses nièces. Il a un comportement phallocrate, donc je ne comprends pas du tout. Dans la normalité en tout cas, aider sa famille, après aider les amis, voilà. Bien sûr, personne n'est obligé de faire ça, mais c'est, j'allais dire, c'est la moindre des choses. Moi, c'est même pas une aide matérielle ni financière qui m'intéresse du tout, c'est surtout garder un contact familial. Que je sais pas, mes enfants sachent qui est leur tonton, tout simplement. J'ai dû présenter ma fille qui a 6 ans, connaît mon frère virtuellement. Une fois, je lui ai dit, écoute, il est à la télé, elle me dit, qui c'est ce monsieur que tu regardes? Ben, je te présente tonton. Ma fille le connaît que par rapport à la télé, il connaît pas mes 2 derniers enfants. J'ai ma belle-mère qui est décédée il y a 2 ans, il a côtoyé, il la connaissait, il mangeait chez elle, il a été au couju le jour où elle est décédée, donc j'ai appelé ma mère qui était avec lui. Il dit, écoute maman, elle est décédée, on l'enterre tel jour, est-ce que tu seras présente? Elle me dit, je te tiens au courant, on en reparle. Donc mon frère était là et il savait qu'elle venait de décéder, il aurait pu au moins, je sais pas, un texto, un petit message, rien, c'est des petites choses qui ne coûtent rien. C'est pas financier, c'est pas matériel. C'est vraiment garder un contact familial, tout simplement. Tu dis dans ton livre qu'un jour, Jamel Debbouze, donc il a fait un spectacle dans la ville... Au Vinci, oui, au Vinci, à Tours. Voilà. Il avait 15 ans, Mustapha. Oui, il avait 15 ans, donc on a appris que Jamel se produisait, que Jamel se produisait à Tours. Donc on l'a un petit peu pisté, nous, entre sœurs, parce que Moustapha n'était pas là, il était à la maison. Donc on l'a un petit peu pisté, on a su qu'il dormait dans quel hôtel, dans quelle suite, comment
comment on a essayé d'accéder à l'eau, de prendre aussi une suite, mais on avait juste des dégaines, on n'avait pas les moyens financiers, donc on voyait bien qu'on était des fans. Des fans, pas réellement des fans, mais qu'on était intéressés en tout cas par Jamel Debbouze. Donc on l'a pisté, on a appelé Mustapha, on a guetté toute la nuit au pied de l'hôtel en attendant qu'il descende, qu'il se réveille tout simplement qu'il descende. Donc ça a duré de 23h à peu près à 9h du matin, en se relayant bien sûr. Et là, Jamel est descendu vers 9h pour partir et Mustapha est allé le voir directement au charbon. Il lui a remis son DVD avec ses coordonnées, son adresse mail. Il lui a dit écoute, ça te coûte rien de regarder, c'est éventuellement je pense que ça va te plaire. N'hésite pas à revenir vers moi. Mais Jamel Debbouze n'a jamais rappelé ton frère. Non, du tout, jamais. C'est dommage. L'anecdote ne s'arrête pas là. Une comédienne qui s'appelle Amel Chabi, et qui connaissait déjà Jamel à l'époque, et qui est amie avec Mustapha. Donc, ma mère me raconte qu'un soir, elle dînait chez Mustapha, ma maman avait fait à manger, que Amel lui raconte l'anecdote, lui dit écoute, tu sais qu'on a déjà parlé de toi, que ton DVD avait déjà circulé, et qu'à l'époque, je te connaissais déjà de ton DVD. Donc, c'était une information qui avait déjà circulé. Mais il ne l'avait pas rappelé. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont amis, Mustapha El Atrassi et Jamel Debbouze? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu mon frère. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il mange, je ne sais pas comment il va, je ne sais pas où il habite. Je ne connais rien de la vie de mon frère. Pour moi, c'est devenu un étranger. Je le vois comme vous, je le suis par rapport à son Twitter, je sais ce qu'il fait, mais comme tout à chacun. Donc non, du tout. Nous n'avons aucun contact avec lui. Donc je ne peux pas vous dire s'il est ami avec Jamel, je ne sais pas, c'est des choses que je ne sais pas. Alors tu parles aussi, Amal, que ta mère maintenant, comme elle a toujours, j'allais dire, un petit peu adoré Mustapha dès qu'il a réussi. Oui, c'est le Messie, Mustapha. Pour ma maman, c'est le Messie. Voilà. On est des moins que rien. Donc, malheureux, je sais pas pourquoi, a priori, pour Mustapha, pour ma maman, pour réussir, pour avoir un minimum de reconnaissance, faut réussir médiatiquement. C'est pour ça qu'il m'a peut-être envoyé ce jour cette petite phrase via son interview qu'elle a donnée à Elsie, en disant, parce que c'était pas un secret, toute ma famille savait qu'un jour j'allais écrire, en tout cas j'avais le projet de sortir un livre. Donc un jour elle a été tout simplement interviewée par une journaliste Elsie qui lui disait, il y a un côté sombre de ton passé, tu ne parles jamais de ta famille, pourquoi? Il a simplement répondu, simplement. J'ai trouvé ça très méchant de dire je me donnerai la peine de parler des membres de ma famille le jour où ils auront produit un spectacle ou écrit un livre. Donc c'était aussi un défi pour moi de sortir ce livre pour lui dire écoute, je ne suis pas une moins que rien, le livre est là, il existe, maintenant j'attends ta réponse. Alors malheureusement, ça a été ce boycott orchestré par lui. Ah oui, parle-en s'il te plaît, Amal, de ce boycott qui a été exercé par, tu dis, par Mustapha El Atrassi et avec tous ses amis, c'est-à-dire qui sont dans les médias, France 2, etc. Oui, mais les gens commencent à se poser beaucoup de questions via les réseaux sociaux. On me pose souvent la question pourquoi on ne te voit pas chez un tel, mais on ne comprend pas pourquoi tu n'existes pas, en tout cas au niveau national. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se posent des questions, donc je leur réponds, je leur dis écoutez, Mustapha, ce n'est pas un moins que rien, il a le bras long, faut pas croire. Il a collaboré avec Laurent Ruquier pendant des années, il l'appelle via Twitter, je vois quand il parle avec Laurent Ruquier, il l'appelle mon papounet. Quand il s'adresse à Mouloud Achour, il dit mon frère, alors qu'il a déjà un frère et qu'il s'en occupe pas et qu'il le laisse dans son coin et qu'il ne donne même pas la peine de lui téléphoner. Il a collaboré aussi, il collabore encore avec Catherine Barma qui a une influence médiatique incroyable, qui produit la plupart des émissions, qui a lancé Ardisson, qui travaille avec Laurent Ruquier, qui a travaillé avec Nolo et Zemmour. Donc tous ces gens connaissent Mustapha. Nico Salegas a collaboré pendant 1 an avec lui chez NRJ12. Je vais être reçue, une fois mon attaché de presse m'appelle pour me dire écoute, on avait peut-être une piste, tu vas peut-être être reçu à Canal+. Et donc ils ont ton bouquin, a priori tu les intéresses beaucoup. Donc je dis super et tout, mais je sais pas pourquoi je savais que ça allait pas se faire. Donc mon attaché de presse m'appelle 2 jours après, me dit écoute, je me suis un petit peu renseignée parce qu'on a aussi un réseau. Et a priori, Mouloud Achour a appelé Mustapha pour lui dire écoute, il y a ta soeur qui va être reçue à Canal+, donc essaie de voilà. Donc Mustapha a appelé Canal+, avec qui il avait aussi travaillé par le passé, pour leur dire écoutez, ne la recevez pas.
Et ils font ça par copinage médiatique, tout simplement. Ils ont travaillé avec lui, moi ils ne me connaissent pas, pour moi je les intéresse pas, mon combat n'est pas pour, ils ne sont pas intéressants, donc on l'invite pas, on la reçoit pas, et on lui répond surtout pas. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui, donc je suis obligée de prendre mon téléphone, de démarcher certains médias. Il y en a qui me raccrochent au nez, il y en a qui me disent non, écoutez, vous nous fatiguez. J'ai pu avoir le numéro de téléphone de, je sais pas, Cyril Hanouna par exemple, Laurent Morandini, c'est des gens que j'ai appelés. Cyril Hanouna, je l'ai appelé pour lui dire écoutez, c'est pas bien ce que vous faites, moi j'ai un combat, je suis là pour parler de mon livre, Moustapha, il fait partie de mon livre bien évidemment, il fait partie de mon parcours de vie bien évidemment, mais c'est pas un livre sur Moustapha, c'est un livre qui me concerne. Il m'a dit ouais, on verra, renvoie-moi un message, un SMS, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je lui avais parlé de vive voix, donc c'est voilà, j'en suis là aujourd'hui. Il a orchestré un boycott qui marche très très bien, donc on a l'impression que c'est une mafia. On est en France, c'est un pays libre a priori, sans liberté d'expression, on tombe dans une dictature, c'est pas normal du tout. C'est pas normal qu'aucun média ne veuille me recevoir. Aucun média ne marche pour le moment. Je n'ai fait aucune radio. Aucune télé, aucun magazine, rien, à part au niveau régional. D'ailleurs, je remercie l'Indre-et-Loire qui m'a consacré quelques papiers. Au Maroc, en tout cas, il y a eu des articles de presse sur ton livre, Amal. Oui, tout à fait. Donc, je les ai démarchés. Donc, j'essaye d'avoir les numéros de téléphone des rédacteurs en chef. C'est vrai qu'au niveau Maroc, je sais pas, en écrivant mon livre, je me suis dit, j'espère que ma communauté va pas mal le prendre, j'espère qu'on va pas me rejeter, parce que c'est pas mon but. Moi, j'essaie pas de stigmatiser telle ou telle population, j'essaie de raconter mon histoire, mon parcours, sans apporter de jugement, bien évidemment. C'est un témoignage que je donne, donc j'espère qu'on va bien le prendre. Ça a été très bien perçu. Donc, je démarche les médias, j'arrive à avoir le rédacteur en chef au téléphone, je leur parle de mon livre, je leur envoie mon dossier de presse, et c'est vrai que ça suit. En France, quand j'essaie d'appeler, je sais pas, les rédacteurs en chef, j'ai l'impression que j'appelle la Maison Blanche. Je vois ce que tu veux dire. On dirait que tu m'en dis presque une interview. Exactement, j'ai l'impression que j'appelle Obama, que je m'en dis exactement, que je m'en dis une interview, que non, écoutez, ça nous intéresse pas. Mais je dis, mais écoutez, c'est pas le fait que ça vous intéresse ou pas, c'est au niveau, je sais pas, c'est un témoignage fort, qui est vecteur des messages forts, qui intéresse beaucoup de gens. Non, ça nous, écoutez, vous n'allez pas nous faire changer d'avis, vous n'allez pas nous apprendre notre métier, on vous dit que ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, et puis on raccroche au nez. C'est un petit peu hallucinant. Il faut que j'investisse un plateau télé, il faut que je monte sur une grue, pour me faire entendre, je ne comprends pas. Moi, mon but n'est pas, il faut bien comprendre que mon but n'est pas d'être médiatisé. Je ne suis pas une nana qui cherche à faire de la télé, à montrer, pas du tout, je suis quelqu'un qui a une certaine pudeur. Maintenant, il est vrai qu'on me boycotte et c'est un combat que je mène. Je trouve ça. Pour moi, c'est pas. Je me bats pas à armes égales et je trouve pas ça normal et c'est pour ça que j'essaye de dénoncer ces choses-là. J'ai posté une tribune il y a quelque temps sur le net où j'en parle, qui a été reprise, qui a été un petit peu reprise, mais c'est pas encore ça. On voit mal que les valeurs de la société sont inversées. C'est-à-dire, tu disais tout à l'heure que ta mère, par exemple, elle adore Moustapha dès qu'il a réussi. Elle le vénère dès qu'il a réussi. Et on voit que dans les films, dans les séries, tu vois, dans les télé-réalités, là, en ce moment, il faut réussir, soi-disant, pour réussir, il faut être célèbre, il faut gagner de l'argent, c'est-à-dire, on va comme ça détruire notre société. Qu'est-ce que tu en penses, Amal? Parce que les gens, ils cherchent plus d'avoir un travail, d'être quelqu'un de normal, d'honnête ou quoi, mais il faut écraser les autres, il faut passer à la télé. Mais si on passe tous à la télé, je vois pas l'intérêt là. Tout à fait. J'ai l'impression que maintenant les gens, voilà, c'est leur obsession, il faut passer à la télé. Donc, par n'importe quel support, essayer de faire confession intime, essayer de faire se mettre nu. Donc c'est un mauvais exemple qu'on donne en tout cas à notre jeunesse. Là, tu vois, je sais pas, j'ai été contactée il y a 2 jours par une personne sur Facebook. Donc je l'ai ajouté, il m'a dit, écoute, j'aimerais faire une interview de ton livre, je suis journaliste. Il s'est présenté au début journaliste. Je lui ai dit, écoute, oui, comment t'as entendu parler de moi? Il me dit, écoute, Après, je regarde son profil, il me dit, mais tu m'as l'air très jeune, tu as quel âge?
Il me dit j'ai 14 ans. Donc c'est quelqu'un qui a 14 ans, qui est intéressé par la télé-réalité, qui a créé un site et qui me dit je veux en vivre et c'est ma vie. Il a 14 ans. Je dis mais tu vas pas à l'école? Il me dit l'école oui, mais moi je veux être célèbre. Donc c'est des choses que les jeunes, on a l'impression que tous les jeunes maintenant veulent être célèbres. C'est des choses que je ne sais pas, c'est vraiment un mauvais exemple. Toute la télé-réalité en tout cas pour moi est un mauvais exemple. Ah oui, oui, je suis d'accord Amal avec toi. Ça détruit vraiment, la société là, elle va imploser, tu vois. Il y a des gens il y a des chanteurs, il y a des artistes. Ben c'est les artistes, les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont sorti des albums, des CD. Ben, ils sont écrasés par des gens comme Nabila qui n'a jamais rien fait de sa vie. Tout à fait. Par des gens qui font, je sais pas moi, les Marseillais, je sais pas quoi. Et c'est pas intéressant, il n'y a aucun message. Je comprends pas du tout. Parce que les gens, tu sais, quand ils parlent à leur famille, les ados, les gens qui sont un peu plus qu'ados, ils disent « Ah, mais vous comprenez pas, vous êtes ringards, vous êtes des vieux, moi je veux réussir. Vous aimez l'anonymat, vous aimez un travail bidon, un salaire bidon, mais ça c'est dangereux de penser comme ça. » Non, mais il y a des anonymes au quotidien, il y a des anonymes qui sauvent la vie de milliers de gens, les médecins, les pompiers, Et j'ai plus de respect pour ces gens-là que des gens, mais excuse-moi, je vais peut-être paraître méchante, que des gens de la télé-réalité, qui pour moi n'apportent rien à la société, ils ne mangent rien à apporter à la société. Au contraire, pour moi, ils donnent le mauvais exemple aux jeunes. Ah oui, oui, ils pourrissent la société, tu vois. Et que ça fasse surtout du buzz. C'est un mot qui n'existait même pas à l'époque, le buzz. Maintenant, tout le monde parle de buzz. Voilà. Le buzz, c'est pas avoir du talent, bien évidemment. On peut tous. Un buzz, c'est très facile de faire un buzz, c'est pas bien compliqué, mais il faut avoir. Le talent est plus important que le buzz. Voilà, ou de la chance, ou peu importe comment on l'appelle, mais des gens qui font des buzz, on voit sur YouTube ou quoi, souvent c'est des conneries pas possibles, quoi. Oui, souvent les gens se mettent à poil, il faut dire ce qu'il faut être cru, les gens se mettent à poil, les gens. Je sais pas, on a l'impression qu'on perd nos valeurs. Ah oui, oui, oui. Et moi, ça me fait vraiment peur pour l'avenir. Il faut vraiment se pencher sur ce cas de télé-réalité parce que ça va très très loin, ça va trop loin. On peut avoir du respect en étant anonyme, en travaillant tous les jours. Il y a des gens qui triment, et c'est pas pour ça qu'il faut pas les respecter. Bien au contraire, je veux plus respecter un monsieur, un ouvrier qui va trimer toute sa journée pour essayer de joindre les deux bouts, pour nourrir sa famille, que quelqu'un qui va faire de la télé-réalité et gagner des sommes astronomiques, alors qu'il ne le mérite pas et qu'il n'a pas un réel talent. Tout à fait. Tu sais, quand je pense à koh Lanta ou une émission, par exemple, il y avait Mounir, maintenant il est devenu célèbre, mais les gens, ils se mangent le foie dans ces émissions, tu vois. Et plus il y a des choses qui sont aberrantes, plus ça plaît à certaines personnes. Oui, plus ça plaît. Voilà, Mounir, il voulait taper une femme, tu vois, et à la place de de le mettre à l'écart, de se dire ce type, il est violent, on va le mettre à l'écart, il va plus faire de télé, tout ça, parce qu'il donne un mauvais exemple. Au contraire, ils font des émissions, je ne sais pas s'il était à Miami ou ailleurs, tu sais. Oui, on l'a consacré son émission, frais payé. Voilà, pour faire le séducteur. Moi, je ne comprends pas des trucs. Un type qui veut taper une femme, on va le mettre genre bachelor ou des conneries comme ça. C'est hallucinant, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment. J'ai peur pour l'avenir de nos enfants. Moi, j'ai ma fille qui a 16 ans et heureusement qu'elle ne regarde pas la télé-réalité parce que c'est pas l'exemple du tout à voir. Toi, Amal, donc dans ton livre, donc je rappelle le titre, Louve musulmane des éditions L'Archipel. Tu veux faire passer un message que même si tu as passé par des difficultés terribles, tu es quand même, j'allais dire, combattante et tu veux apporter un message d'espoir, quoi. Exactement, il y a une phrase, comme je l'ai dit dans mon livre, il y a une phrase, comment d'une chienne on devient une louve, c'est comment sortir de son passé, comment s'en servir surtout, essayer, transmettre son parcours et que ça puisse surtout aider d'autres. Parce que des femmes violentées, il y en a tous les jours. 75 000 victimes de viol en France. Je ne te parle pas d'excision, je ne te parle pas de lapidation, je ne te parle pas de tous les sévices que les femmes subissent dans le monde. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour qu'il y ait plus ce comportement vers la femme, tout simplement. Et que l'homme ne se considère pas comme... qu'il n'ait pas ce sentiment de phallocrate. Qu'il devrait y avoir une parité entre la femme et l'homme. C'est pas ce qu'on voit. Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas encore en tout cas. Très compliqué. Moi, je parle via Facebook, je parle avec beaucoup de jeunes femmes qui, après lecture de mon livre, commencent à se rendre compte qu'elles vivent une situation invivable, qu'elles sont
Elles sont violées par leur conjoint, qu'elles ont pas qu'elles restent, qu'il n'y a pas d'amour entre elles, qu'elles restent pour les enfants, qu'elles n'ont pas de solution. Elles me disent mais comment on fait? Et c'est vrai que si elle quitte son mari, elle fait quoi? Il n'y a pas de structure qui peut l'accueillir dans l'urgence. Il faut qu'elle passe par une assistance sociale. L'assistance sociale doit la placer dans un foyer. C'est des jeunes femmes qui vivent, c'est des jeunes filles, des jeunes femmes qui vivent en vaste clos. Elles n'ont jamais été voir l'assistance sociale. C'est des démarches qu'elles ne savent pas faire. Donc elles me disent, écoute, c'est peut-être dommage, je me prends des coups, ok, je me fais violer, ok, mais voilà, je laisse couler parce que pour le moment, il n'y a pas de solution. Même économiquement, je m'en vais, je sais quoi. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai toujours été dépendante de mon mari. Donc j'entends ce discours tous les jours. Et j'ai malheureusement pas de solution. Il faut que la société change, il faut que la société aide plus les femmes, qu'on crée des structures d'urgence, qu'on soit plus à l'écoute, que la femme victime de viol ne se sente pas salie, humiliée, qu'elle ne baisse pas la tête, qu'il faut que la peur elle change de camp. Il faut que toutes ces choses-là, il faut vraiment faire un travail, vraiment un gros travail sur la société pour que les choses en tout cas essayent d'évoluer. Ma mère m'avait fait comprendre que c'était de ma faute. Écoute, tu t'es fait violer, d'accord, tu n'en es pas morte, donc tu vas pas nous saouler avec ça, tu vas pas nous en parler, tu n'auras pas fugué, bah, tu ne te serais pas violée, donc c'est de ta faute. Donc j'ai cru pendant des années que c'était de ma faute. Donc j'étais marquée au fer rouge, je le vivais mal, donc j'étais devenue quelqu'un d'agressif, de méchante, j'avais plus aucun sentiment pour personne, mais je suis tombée vraiment, j'avais plus aucune estime de moi en tout cas à l'époque. Et heureusement j'ai eu mes enfants qui m'ont, on va dire, sauvée. Et heureusement donc tu donnes l'exemple parce que tu es une femme courageuse et ceux qui t'entendent en France et dans d'autres pays, ils écoutent cette émission. Quelle parole tu souhaiterais dire en conclusion? Je veux dire que déjà la femme elle est l'égale de l'homme, qu'il n'y a pas un homme qui est supérieur à la femme, qu'on ne doit pas se sacrifier par amour ou dire il m'a frappé aujourd'hui mais demain il va s'arrêter. Au premier coup, après la première gifle, il faut partir, ce n'est pas possible, il n'y a pas de vie. On ne doit pas accepter aucune violence ni physique, ni morale, ni sexuelle. Ce n'est pas des choses qui doivent avoir lieu au niveau d'un couple, il faut qu'il y ait le respect. Ne pas se sentir sali, parce que ne rien garder tabou, un viol n'est pas quelque chose de tabou, bien au contraire. Oui, Amal, j'en profite aussi pour dire aux auditeurs que ça fait quelques années que je voulais faire une association et je t'ai proposé de faire partie de cette association. Tu es d'accord? Et, oui, c'est avec grand honneur et ça m'a touché que tu me le proposes, oui, bien évidemment. Je suis très content, Amal. Bien sûr, on en parlera dans une autre émission de notre projet. Je pense, en restant modeste, bien évidemment, qu'on peut apporter beaucoup de choses. Oui. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview, Amal El Atrassi. Je te remercie également, David. Et donc, comme on a dit, on refera une autre émission. Avec grand plaisir. Une bonne fin d'après-midi, Amal. Également, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.